Bienvenue dans les chroniques inutiles. Salut et bienvenue dans les chroniques inutiles. Et l'épisode 99, le texte s'intitule Bobcon. Des ventres trop gros dépassent en dessous de t-shirts. Un vocabulaire vulgaire, des bières bon marché du supermarché. De la musique répétitive et populaire. C'est donc ça, la Bobcon, la conférence internationale où José doit parler de son œuvre. José ne s'attendait pas du tout à ça. José est un auteur accompli. Il a publié et a vendu plus de 100 000 livres. Il se rend enfin compte qu'il est le seul auteur présent à cette conférence. Comment a-t-il pu se faire avoir? Bobcon était censé être une conférence d'écrivains, un moyen pour lui de faire sa pub, un moyen de rencontrer d'autres gens du métier. Non, ce n'est pas du tout ça. Il s'est bien fait avoir. Et voilà comment José se retrouve dans un appartement miteux, l'appartement de Bob, la conférence Bobcon dans l'appartement de Bob. Merde, comment j'ai pu être aussi con? José a payé le transport de sa propre poche. Il était heureux d'apprendre que Diane, la femme de Bob, viendrait le chercher à l'aéroport. Ça m'apprendra, se dit-il. Il a discuté avec les invités. Aucun ne le connaît. José a remarqué que dans cette partie du monde, ils ont des pistolets dans leurs pantalons. José ne peut pas rester. Aux toilettes, il a déjà acheté son ticket de retour via son smartphone. Le ticket est pour le soir même. Il remercie l'inventeur des smartphones du plus profond de son cœur. José doit simplement trouver un moyen de partir. Comment faire? Il est la star de la conférence. Il ne pourra pas quitter les lieux comme ça. Je suis fichu, se dit-il. Il regarde autour de lui. Il voit un buffet. Autant manger quelque chose. Il prend un chips et le trempe dans la sauce. Perk! De l'arachide. Qui mange des sauces à l'arachide? De l'arachide? Mais oui, bien sûr, de l'arachide! Il se tourne vers Bob, l'hôte de Bobcon. Bob, est-ce qu'il y aurait des arachides dans cette sauce? Oui, bien sûr. Mais pourquoi? Bingo, se dit José. Je suis allergique. Oh non, ne t'inquiète pas, je vais t'apporter à l'hôpital. Bob met son manteau et ouvre la porte. Viens, grouille-toi, José. José voit les visages déçus et inquiets autour de lui. Pardonnez-moi, je suis allergique aux arachides. Qu'est-ce que tu fais, José? Viens. Merde, non, ma valise. Excuse-moi, Bob, je cherche ma valise. Je vais probablement devoir être hospitalisé. T'es sûr? Ça ne peut pas être si grave que ça, quand même. Non, non, je sais comment je réagis à mes allergies. Ok, va dans la voiture. Diane, amène sa valise dans la voiture. Diane obéit. José entre dans la voiture. Diane amène sa valise. Elle rentre dans la voiture et son exode est lancé. Ouf, bientôt sorti d'ici. Ils me laisseront seul à l'hôpital. Bob et Diane ne vont quand même pas laisser leurs invités seuls chez eux, non? Arrivé aux urgences, José insiste de rester seul avec le docteur pour la consultation. José a déjà repéré les sorties de secours. Diane a gardé sa valise avec elle, devant la porte de la chambre des urgences. José tente de convaincre le docteur. Monsieur, j'ai un ticket d'avion pour ce soir. Pouvez-vous leur dire de partir et de me laisser me reposer? Si vous voulez mentir à ces gens serviables, faites-le vous-même. Je suis urgentiste. Je n'ai pas de temps pour ce genre de bêtises. Le docteur sort. José entend l'échange de son lit. Alors, docteur, il va s'en sortir? Je crois que... Je crois que c'est mieux qu'il vous explique la situation. Super, se dit José. Je peux travailler avec ça. José est vraiment allergique, mais pour toute autre chose. L'hôpital doit le surveiller s'il le demande. Ce que José a fait, bien sûr. Ses anti-allergènes sont dans sa valise. Il ne peut pas rentrer sans elles. Courage, José, tu peux le faire, se dit-il du lit. Il sort de son lit, se met devant la porte, il reste devant la porte un instant, prend une grande inspiration. Courage, José. Il ouvre la porte et sort. Il se tourne vers Diane. Je dois rester ici malheureusement. Vous pouvez y aller. Nous reporterons la conférence. Mais non, les autres sont en route. Nous restons avec vous toute la nuit. Merde! Crie-t-il à l'intérieur de lui-même.
Je dois m'en aller maintenant. José se rappelle de la cafétéria à l'entrée. Oh, merci beaucoup, Diane, merci à vous. Est-ce que vous pourriez me prendre quelque chose à manger de la cafétéria? Sans arachide, bien sûr. J'ai mieux que ça, monsieur. J'ai de la nourriture faite maison dans la voiture. Ne mangez pas de cette nourriture infecte que servent les hôpitaux. Génial, se dit José à l'intérieur, c'est encore mieux. Elle sortira de l'hôpital et je pourrai m'enfuir. José pose calmement la main sur sa valise, se retourne lentement et visiblement pour entrer dans la chambre. Elle ne se met pas en route. Il doit la stimuler. Merci, Diane, vous pouvez y aller, je vais me reposer. Oui, oui, pardon. Elle s'en va. José entre lentement, il la voit se retourner. Mais merde, qu'est-ce qu'elle veut à la fin? Je suis vraiment désolé, monsieur, nous attendions tellement pour de vous rencontrer. Ce n'est pas ce qu'on voulait, on ne s'attendait pas à ce que... Et ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Nous ferons la conférence quand j'irai mieux. Il entre dans la chambre. Il regarde furtivement par la fenêtre de la porte. Elle s'en va enfin. Il attend qu'elle passe le coin vers l'ascenseur. Maintenant. José ouvre la porte, prend la valise dans ses bras et s'encourt pour la sortie de secours à l'opposé de l'ascenseur. Il ouvre la porte et sort enfin de l'hôpital. Plus que cet escalier à descendre et il sera enfin sur de la terre ferme. Il descend trop vite les escaliers, il trébuche quelquefois. Il se calme. Il descend moins vite. En bas, il est dans une petite ruelle. José avance pour la grande route. Il y trouvera un taxi. Avant d'entrer dans la grande rue, il regarde quand même dans les alentours et il voit sortir les gens d'une camionnette devant l'hôpital. Merde, c'est eux. José les reconnaît de la maison de Bob. José regarde derrière lui. Il voit tout un tas de ruelles. Qui ne tente rien n'a rien, se dit-il. José s'encourt dans les petites ruelles. À gauche, à droite, à gauche, à droite, tout droit. Il tombe enfin sur une grande route. Il voit un taxi. Il lève ses mains très hautes et crie du plus profond de son âme. Taxi! Le taxi s'arrête devant lui. La vitre descend. Vous allez bien? Vous allez bien, monsieur? Vous avez l'air exténué. L'aéroport, le plus vite possible. Vous êtes pressé? Oui, oui, dit José en jetant sa valise dans la place arrière de la voiture. Ok alors, allons-y. José se repose enfin. Il laisse même sortir un sourire. Le chauffeur roule vite. Il ne regarde pas trop la route. José s'en fout. Il est juste content de pouvoir rentrer ce soir. Le chauffeur lui parle. Pourquoi ne pas lui parler? Se dit José. Le calvaire est terminé. Vous avez de la chance, monsieur. Ah, pourquoi ça? Répond José. J'allais bientôt arrêter mon service. Ah, pourquoi? Ah, j'allais à une conférence internationale de littérature avant que vous ne me fassiez signe. José perd tout de suite son sourire. Il laisse parler le chauffeur. Il ne faut pas lui mettre la puce à l'oreille. Un téléphone sonne. Le chauffeur le prend dans ses mains. José voit le nom de l'appelant sur l'écran. Bob. José réagit tout de suite. Écoutez, monsieur, au plus vite que vous me déposez à l'aéroport, au plus vite que vous pourrez aller à votre conférence. José sent son cœur battre dans son corps. Le temps ralentit. Il observe chaque micro-mouvement du chauffeur. Il le voit regarder son smartphone, puis regarder la route. Regarder le smartphone, puis la route. Smartphone, route, smartphone, route. Quel choix va-t-il prendre? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que j'ai été assez convaincant? Merde, non. Je vais me faire avoir. Vous avez raison. José sursaute. J'espère que vous avez mis votre ceinture. Le chauffeur jette son smartphone sur le siège à côté de lui. Il n'a pas répondu. Il accélère. Merci Dieu, se dit José en regardant vers le haut. Arrivé à l'aéroport, José le paye sans récupérer sa monnaie. Il s'encourt. J'espère que vous l'aurez, votre avion. José a déjà fait son check-in depuis la voiture. Il doit juste passer la sécurité. Il s'attend à des surprises, mais aucune. La sécurité n'a même pas contrôlé son identité. Il est enfin en sécurité et en route pour chez lui, derrière les portes de sécurité de l'aéroport. Il regarde sa montre, il rigole. Il est 3 heures en avance. Ce n'est pas grave, au moins je m'en suis sorti. Il va à sa porte de son avion. Il appelle sa femme. Elle viendra le chercher à l'aéroport. José promet de tout lui expliquer quand il rentrera. Il sort un roman qu'il était en train de lire et laisse passer le temps en s'envolant dans un monde imaginaire. Ils font l'appel pour son avion. Il s'empresse d'aller à la porte. Il fait la file. Il arrive enfin au guichet. Une stewardess contrôle son identité et son ticket. « José de Koning, dit-elle. José voit le sourire disparaître de son visage. Elle fait signe aux autres stewards. Les stewards le regardent, lui, puis ses papiers d'identité. Leurs sourires disparaissent aussi.
Il ressent leur haine. José espère quand même rentrer dans l'avion. Est-ce vraiment la fin? Devra-t-il finalement parler à Bobcon, malgré tout ce qui vient de se passer? La stewardess jette par terre son ticket et son passeport. Bon retour, monsieur de Koning. Monsieur de Koning. Je ne lirai pas vos livres, commente un autre steward. José ramasse ses affaires et s'avance pour l'avion. Nous ne sommes pas assez bien pour vous, monsieur de Koning? Retournez chez vous, espèce d'intello à la con, dit un autre steward. José avance. Il ne veut pas leur parler. Il veut juste rentrer chez lui. Le vol a duré 6 heures. On ne lui a rien donné à boire ou à manger, sauf des arachides. Et donc le truc en fait avec cette histoire, c'est que c'est basé sur un exercice assez marrant et je me suis rappelé, parce que j'avais pas envie d'écrire, parce que je suis en train de... Donc il y a mon 4e roman qui est sorti, et donc je suis en fait un peu en train de faire de la relecture aussi de mes autres romans et tout ça, et de faire un peu la mise à jour sur Amazon et tout ça. Et donc là je suis pas très dans un mode écriture, je suis plutôt dans un mode business, et donc je préfère séparer les deux, parce que les deux ne vont pas forcément bien ensemble. Et donc celui-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un ancien texte, et en fait l'ancien texte il est basé sur un exercice tout con que j'ai entendu dans un podcast d'écriture, et l'exercice en fait il est simple, et c'est le suivant, c'est... Ok, vous avez été invité à une conférence qui s'appelle la Bobcon. Surprise, vous arrivez à la Bobcon, vous vous rendez compte que c'est juste Bob et des amis à lui qui sont là à vous accueillir. Comment est-ce que vous sortez de cette conférence? En fait, l'exercice d'écriture, il est juste génial. Et donc, je sais pas d'où je me suis rappelé. Ah, mais non, je sais quand je me suis rappelé. C'est-à-dire que je suis allé dans mes archives d'histoire écrite. Parce que, oui, bon, derrière ce que vous voyez ici, il y a tout un tas, enfin, de ce que vous entendez ici, il y a tout un tas de choses que j'écris, mais que je ne sais pas forcément ce que je vais en faire. Et voici donc un des textes comme ça. Et oui, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, l'écrire a été très drôle pour moi. Bon, j'ai quand même adapté quelque chose, parce qu'en l'écrivant, c'était peut-être pas clair. J'avais mes anciens tics d'écriture et tout ça. Je dis pas que je suis libéré de mes tics d'écriture, mais en tout cas, oui, j'ai quand même dû beaucoup adapter. Qu'est-ce que veut dire adapter pour moi? Ça veut dire qu'à la base, le texte faisait 1 page et demie. Et en fait l'adapter, donc juste le rendre plus compréhensible et plus lisible, je suis à 2 pages et demie. Donc il y a des écrivains qui eux ils écrivent trop et qu'ils doivent saquer des trucs. Moi non, quand moi je me relis, c'est genre j'ajoute des trucs pour que ce soit un peu plus clair. Au moins je sais que je suis un de ces rares écrivains qui écrivent pas assez et qui du coup doivent en rajouter. Donc ouais, au moins je sais que c'est ça un peu mon tic et que c'est mon problème. Donc maintenant que je le sais, c'est bien. Mais donc ouais, exercice très intéressant, parce que là pour le coup en fait on est clairement, et je me dis que c'est ça, et je me dis que c'est une des raisons aussi pour laquelle les écrivains de thrillers en fait ils ont tellement facile à écrire des livres à la chaîne en fait. C'est que le gros truc à faire en fait c'est juste on met le personnage principal dans une situation de problème, dans la limite de son intelligence on lui ferait prendre des décisions, et puis on fait que le monde en fait lui met des problèmes devant les yeux. Je veux dire, la formule, c'est vraiment la formule ici que j'ai appliquée, c'est ça, c'est que il est dans une situation de merde, il trouve une solution, mais en fait il se met dans une autre situation plus merdique, et puis il trouve une autre solution, et en fait ce jeu de l'un et l'autre, bon ici je l'ai fait plutôt sous le ton de la comédie et de l'humour et l'absurde et tout ça, mais typiquement dans un vrai thriller c'est exactement ce qui se passe, c'est juste que oui c'est un peu plus sérieux et tout ça, enfin je veux dire bon, que ce soit James Bond ou je sais pas moi les Tom Clancy ou le truc là ou les trucs là de Dan Brown, je veux dire c'est vraiment ça qu'ils font en fait, et c'est marrant parce que en fait j'ai jamais vraiment lu des thrillers, oui j'en ai peut-être vu à la télé ou quoi, mais donc c'est marrant parce que faire cet exercice, parce qu'à la base l'exercice c'était quand même un peu ça, c'était justement pour développer ses compétences thriller, et là pour le coup c'est un super exercice parce que partant du principe que on est mis devant un certain défi, et on comprend exactement c'est quoi le thriller, c'est que genre tu peux pas mentir, ou tu dois mentir, mais en même temps tu as un objectif très clair, mais en même temps le monde ne veut pas que tu aies cet objectif très clair. Ici l'exercice très clair étant ok, on quitte le monde, on quitte l'environnement dans lequel on est, et c'est marrant parce que voilà, on pourrait se dire,
Enfin, parce que j'ai complètement oublié cet exercice, mais suite à cet exercice, et avoir surtout réécrit le texte, bah oui, moi je me vois complètement écrire quelque chose comme un James Bond ou quoi, où typiquement tu reçois des petits outils au début. Bon, ce que tu reçois au début, tu vois, limite, tu l'écris à la fin, tu vois. C'est-à-dire que tu arrives dans l'espèce de base secrète, et puis pouf, t'essaies de te mettre, et puis oh non, il y a des gardes ici, comment est-ce que tu vas faire? Ah, tu vas faire du bruit, tu vas jeter un coconut de l'autre côté, comme ça les gardes vont par là, et puis pouf, tu entres. Oh merde, comment est-ce que je fais pour entrer? Ah, il y a une salle de sécurité, peut-être que là il y a des plans. Ou, enfin voilà, et donc en fait, ah mais non, merde, si je fais les plans, je vais peut-être avoir un risque. Ah, pouf, pouf, et puis pouf, tu te fais arrêter. Ah merde, là c'est le moment du climax. Je veux dire, le méchant m'a complètement attrapé. Le méchant, il pourrait simplement me couper la tête, mais non, il se sent obligé de raconter, de me raconter tout son plan et de se délecter d'avoir arrêté le meilleur. Et puis, oh, comment est-ce que de situations où je suis impossiblement sorti, je vais en sortir. Oh, pouf, je trouve le gadget que j'ai reçu. Et puis ça, ce gadget, bien sûr, tu peux, enfin, comment dire, vu que c'est de l'écriture, hein, on peut adapter le passé. Ben, on dit, ah ben ouais, imagine, il aurait par exemple un bic qui explose ou quoi. Ah, mais oui, un bic qui explose. Et donc, attends, il faut que j'adapte ça un peu dans le premier acte. Donc, Q lui donne un bic qui explose quand tu fais 3 fois clic. Et puis, pouf, enfin, bon, vous voyez où je veux en venir. Là, je suis un peu en train de me foutre de la gueule du plot de GoldenEye. Et ce qui est marrant, c'est que, bon, moi, quand j'ai vu le film GoldenEye, j'ai kiffé, hein. Moi, j'ai vraiment aimé, quoi. C'était quand même cool et tout. Il y a des super... Enfin, voilà, on revient à ça. Les dialogues, ils sont très bons dans GoldenEye. Les personnages, ils sont quand même très bien foutus et très bien mis en place. Et en fait, oui, la force de ce genre de scénario, c'est pas du tout le plot, en fait. C'est typiquement les personnages et comment ils réagissent et comment ils disent des belles choses et des trucs stylés et l'action qui se passe et qui te donne des thrills. Tu vois, en anglais, donc qui te fait vibrer, qui te fait tchac. Et donc oui, ouais, donc c'est marrant parce que c'est pas du tout axé plot ou axé histoire profonde et grande métaphore. Et en fait, oui, tout ce qui est Marvel, c'est exactement le même délire. C'est vraiment, enfin, j'essaie de penser, est-ce qu'il y a vraiment des plots? Oui, des potes, mais ultra simplistes qui suivent tous plus ou moins la même formule. Qui est super-héros, a plein de pouvoirs, pour raison X ou raison Y, il perd ses pouvoirs, et puis oh, tout à coup il doit se rencontre et apprendre des choses de lui-même pour retrouver ses pouvoirs, et puis ensuite pouvoir battre le méchant. Enfin, je veux dire, Marvel, c'est un peu tout ça, quoi. Est-ce que j'ai fait une grosse simplification? Ouais, peut-être. Est-ce que tous les Marvel sont comme ça? Ah, j'ai pas vu tous les Marvel, donc je peux pas le dire avec certitude. Il n'empêche que certains que moi j'ai vus, ils sont vraiment comme ça. Alors, je me permets d'adapter tout de suite, parce qu'il y en a certains où... Mais attends, par exemple, Doctor Strange, il n'avait pas de pouvoir. Oui, mais si, il a quand même perdu ses pouvoirs, parce que ses pouvoirs, c'était d'être un méga chirurgien de la mort qui tue. Puis tout à coup, il a son accident, il a plus de main, et puis du coup, il reçoit d'autres pouvoirs, et bon, voilà. Donc, il y a ce truc où, même si la formule n'est peut-être pas exactement la même au niveau contenu, au niveau fonctionnement et au niveau sens, c'est exactement le même en fait. Et j'essaie de penser à d'autres, mais il n'y en a pas trop qui me viennent fondamentalement. Ouais, enfin non, c'est souvent ça quoi. Et ouais, non, enfin ouais, Thor, c'est le même délire. Et ce qui est marrant, c'est que Thor... Alors, c'est ça qui est drôle, c'est que Thor Ragnarok, le deuxième Thor, je l'ai adoré, j'ai pété de rire. Mais c'est ça le truc, j'ai rigolé, je n'ai pas genre été genre waouh, voilà un film qui m'a complètement bluffé, qui m'a fait remettre toute ma vie, mon existence en question sur qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je vaux et tout ça. Non, c'est pas du tout ce genre de film là. Donc ouais, enfin, ouais, voilà. Bon voilà, et donc le thriller quoi. Et donc oui, typiquement pour moi Marvel ça rentre un peu là-dedans. La plupart des films d'action ils sont comme ça aussi. Et je dis pas, hein, j'ai vraiment envie de souligner, ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que j'ai compris, enfin il y a un truc qui s'est éveillé en moi en faisant cet exercice, genre ah ouais ok, c'est ça le genre qu'on appelle le thriller ou quoi, ou l'action thriller quoi. Et donc voilà quoi, c'est genre qui est peut-être, qui est complètement différent d'autres films d'action, donc voilà. Donc voilà, ça j'ai un peu tout dit ce que j'ai à dire. L'épisode prochain, c'est l'épisode 100.
J'ai préparé un petit truc pour l'épisode 100. Ce sera pas un texte à moi, enfin ce sera pas une histoire courte à moi. Ce sera une histoire courte que j'ai pris le temps de traduire en fait de l'écrivain qui m'a conseillé, enfin qui m'a mis dans cette espèce de chemin de écrire une histoire courte par semaine. Donc, pour ceux qui ont un peu suivi, c'est Ray Bradbury, donc c'est une histoire courte de Ray Bradbury. Et je pouvais en choisir plein, mais il y avait un peu de synchronicité, c'est-à-dire que je l'ai lu aujourd'hui, cette histoire courte, là, le moment où j'enregistre celle-ci. Et franchement, elle parle de quelque chose ou en tout cas il fait une métaphore avec quelque chose que je trouve quand même très intéressant et qui à mon avis parlerait à tout un tas de monde. Je vais pas dire plus que ça, parce qu'en fait, bon, dans mes anciens épisodes des Chroniques Inutiles où je parlais des croyances et où je parlais du sens, de la vie, des trucs comme ça, j'en ai déjà un peu parlé, mais ici c'est une histoire qui je crois donne la belle métaphore par rapport à, et qui capture en fait tout ce que j'ai essayé de dire par rapport à ça. Donc voilà. J'ai envie de dire merci d'avoir écouté, me contacter pour venir participer, proposer des idées ou juste dire ah c'est cool ce que tu fais, ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ouais, partagez, likez, je suis sur iTunes, Google Play, les Chroniques Inutiles sont sur Deezer et Spotify aussi je crois. Je sais pas exactement, je sais que j'ai automatisé tout un tas de trucs pour que dès que je mets un épisode en ligne, ce soit sur plein de plateformes différentes comme ça. Mais ensuite, je sais pas exactement sur lesquelles, parce que j'ai choisi la plateforme la moins chère et donc... et donc pour le coup, il y a peut-être pas toutes les options ou toutes les options que j'aimerais. Mais bon, voilà, hein. En même temps, moi je le fais pour le kiff beaucoup plus que pour des raisons business. Ouais, et je le fais aussi pour créer une sorte de portfolio d'écriture. Et puis c'est fun, c'est un bon challenge. En fait, je le fais pour plein de raisons. C'est ça qui est cool quand tu fais parfois des trucs que t'aimes bien, c'est qu'il y a plein de raisons pour les faire. Waouh, François est tellement philosophe, comment il fait? Ah, je sais pas, mais franchement, quand il devient philosophe et qu'il dit des trucs comme ça qui sont trop profonds, ah, je sais pas, moi, il y a un truc qui vibre entre mes jambes. Ah ouais, toi aussi? Moi, je croyais que c'était juste que moi. Ah, tu sais quoi? C'est ce qu'on doit faire? Ah ouais, je sais exactement. Ouais, doit-on nous maintenant, pendant qu'il parle avec sa voix? Ah ouais, bébé, je vais dire des trucs philosophiques, tu vois. Genre, ah ouais, que sera, tu vois. On peut pas définir le futur, mais le futur, quand il sera ce qu'il sera, alors il sera ce qu'il sera. Oh mon dieu, t'as entendu comment il a dit ça? Bon, voilà, je sais pas trop ce qui m'est arrivé. Je suis complètement et j'ai envie de m'excuser aux gens qui sont plus jeunes et qui écoutent ceci. Ce n'est pas de votre âge. Et si vous êtes dans cette période où vous êtes en train de transitionner, que vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez des nouvelles sensations et que par exemple votre voix devient plus basse ou bien il y a des nouvelles formes qui se font dans vos corps, etc. Ben voilà, voilà ce que vous allez devenir pour le reste de la vie, des obsédés sexuels. Maintenant, je suis désolé, l'enfance était tellement plus cool. Ce que vous faisiez, c'était jouer aux jeux vidéo. Et maintenant, voilà, hein, voilà. Maintenant, la sexualité est activée. Et donc, voilà, vous, en tant que femme, vous allez vous battre entre vous pour essayer d'avoir le meilleur homme. Et puis, vous, en tant qu'homme, vous allez être là. Oh mon dieu, des seins. Et ouais, et puis si vous êtes gay, même chose mais pour les hommes, ou même chose pour les femmes, blablabla. Putain, je sais pas ce que je suis en train de dire. Et si vous êtes non-genré ou non-binaire ou quoi que ce soit, ben je sais pas trop. Je suppose que les choses se passent différemment. Mais voilà quoi, ça craint la sexualité. Ne rentrez jamais dedans quoi. Si seulement on pouvait tous être chimiquement castrés comme le sont fait parfois certains pédophiles. C'est vrai, il y a certains pédophiles qui choisissent de se castrer chimiquement pour ne plus avoir les pulsions sexuelles pour les enfants. Hey! Oui, je vais dans tous les sens et j'en ai rien à foutre. Et donc ouais, tout ça pour dire quoi? Merci d'écouter. Venez participer, venez déconner. C'est bientôt les fêtes. Je sais pas si je fais maintenant mon annonce de fin d'année. Allez, ouais, ça peut rien coûter. Je suppose que pour certains ça doit être une année difficile et tout, le Covid, ne pas être en contact avec les gens. Moi personnellement qui ai l'habitude et qui est tout à fait à l'aise avec être un espèce de gars isolé qui reste chez lui et qui fait ses trucs à lui, moi ça va. Mais je peux comprendre que c'est plus difficile pour certaines personnes. Et donc du coup, moi j'ai envie de vous dire force et robustesse, force et honneur. Voilà,
vous avez du sens, votre vie a du sens, et chaque petite être que vous croyez peut-être ne pas en avoir, mais ne vous inquiétez pas, vous en avez, vous êtes important, et peut-être même si tout le monde vous déteste, même ça c'est un rôle d'important, être le fou du village, parce que alors vous rassurez les gens qui vous détestent dans l'espèce de justice ou de justesse ou dans leur espèce de vertu que oh, moi au moins je ne suis pas comme ce fou ou quoi que ce soit. Donc oui, même si vous êtes fou et que vous vous sentez mal dans votre peau, ouais, vous êtes important, parce que vous aidez les autres à se sentir mieux, donc voilà, prenez-le positivement, votre dépression ou mal-être ou quoi que ce soit. Prenez-le avec optimisme. Waouh, je ne sais pas si c'est aussi facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, c'est un autre point de vue que je crois qui est ouais, finalement très peu exploré. Donc voilà, profitez de la vie qui vous reste, profitez des gens que vous avez autour de vous, le temps que vous pouvez encore les voir. Et ouais, et j'ai envie de dire surtout l'esprit critique, c'est très important dans cette période d'aujourd'hui. Bon, je sais pas qui écoute ou quoi que ce soit, mais je veux dire, tout le délire là, des flics en Flandre qui se disent ah, mais pour votre sécurité, maintenant on va faire voler des drones à côté de vos fenêtres pour voir si vous n'êtes pas plus que autant. Et si c'est le cas, ben, on va simplement venir vous coller des PV, j'ai l'impression, hein, parce que quoi, ils vont mettre les gens en quarantaine, non? J'ai l'impression que ça va être coller des PV. Voilà, bon, ça c'est le genre de truc qui ne devrait pas être acceptable, et personnellement je sais pas trop comment il faut s'y prendre pour réagir à tout ça, parce que bon, le fait que les gens soient isolés fait que les gens ne peuvent pas forcément s'organiser de la manière dont ils pourraient, mais c'est le genre de truc qui devrait être complètement inacceptable. Enfin, voilà, il y a des, enfin voilà, non, en même temps, ce que je veux dire c'est ceci, c'est ok, il y a clairement une maladie au niveau mondial qui se propage très vite. Bon, on parle pas de l'Ebola et d'autres maladies ou du virus Zika, des trucs qui existent. Bon, bah, soit, François, non, ne fais pas ton critique, non, reste cool, sois sympa, ok, sois sympa. Non, donc, mais je veux dire, ok, il y a ce truc. Il y a ce Covid là, et bon, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en fait pas, et le truc c'est que bon, c'est clair que si certaines personnes sont irresponsables, et que du coup ce truc se propage et qu'il y a des meurs, et qu'il y a des gens qui en meurent ou quoi que ce soit, ben il faut se poser de sérieuses questions par rapport à qu'est-ce qu'on laisse le gouvernement faire pour forcer en fait cette espèce de sécurité sanitaire. Et bon, moi j'ai, bon, à ce niveau-là, j'ai quand même un esprit très critique, parce que bon, tu dis aux gens ouais, vous êtes confinés, mais derrière tout ça, tu laisses le libre choix à des entreprises de donner des attestations, de venir travailler ou de forcer le travail, oui ou non, et qu'en fait derrière maintenant, ce que moi je vois dans les routes pas loin d'où j'habite et même au boulot, c'est que les routes sont complètement bondées. Je sais pas si les gens se souviennent, mais il fut un temps où le premier lockdown, il n'y avait personne sur les routes. Et qu'on trouvait des solutions et qu'on faisait du télétravail. Maintenant, ce qui se passe, bon, bah, c'est que tout ça, ça a été plus ou moins abandonné. Donc moi, je vois pas comment, enfin, je vois pas en quoi laisser les gens se faire une fête de Noël, ne pas laisser les gens faire une fête de Noël, mais par contre forcer des gens à venir travailler. Et je dis bien, c'est pas le gouvernement qui force, mais c'est des boîtes qui forcent des gens. Et je veux dire, moi, j'ai quand même, dans mes potes, j'ai quand même eu assez de commentaires à ce niveau-là de gens qui se plaignaient. Bah oui, moi, mon patron, il veut que je vienne travailler et tout, malgré tout ce qui est santé et tout ça. Malgré les directives du pays, et donc ils ont tous des attestations. Je veux dire, même moi je l'ai, hein, l'attestation d'aller au boulot. Bon, bah, ensuite c'est un peu différent pour moi parce que j'y vais un peu quand j'ai envie, quand j'ai besoin de discuter à des trucs. Mais voilà, je veux dire, moi je le vois clairement que c'est pas normal et qu'il y a certains trucs qui sont interdits, et d'à côté, tu vois, le boulot ça fait tourner l'économie, le travail ça fait consommer, et donc ouais, que t'as des files de malades dans des magasins, que t'as des magasins quasi enfin quand même remplis aussi, tu vois, et ouais, et que derrière tout ça on empêche les gens de se voir pour Noël, pour le Nouvel An, ou même en comité réduit. Enfin tu vois, je veux dire, il fut un temps où la bulle c'était quoi, c'était 8 personnes, 10 personnes, je sais pas. Pourquoi empêcher ça, mais laisser, enfin je sais pas, laisser les gens aller au Primark et faire la file avec une distance sociale de 30 cm. Oui, franchement, je vous invite à aller voir les files des Primark, vous allez voir la distanciation sociale.
distanciation sociale et tout ça. Enfin, à un moment, voilà. Du coup, je sais pas trop c'est quoi la meilleure chose à faire. Est-ce que c'est aller dans les rues? Bon, ensuite ça va, hein, parce que ici, en Belgique, ça va. Quand on va dans la rue, on se fait pas tirer dessus, on se fait juste tabasser. C'est encore cool. C'est pas comme en Afrique ou en Chine ou en Amérique du Sud ou quoi. Donc aller dans les rues, c'est encore un truc qui est faisable. Mais ouais, franchement, je sais pas. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est force et robustesse. Il y a des gens qui ont des idées et qui veulent me dire tiens, François, aide ici, ok, moi je veux bien. Ensuite, le truc, c'est que ce que je me rends compte, c'est que. Ouais. Et ce truc-là n'est pas fini et il faut pas laisser faire, no pasaran. Et voilà, kiffer la vie. Et on se revoit pour le 100e épisode où je vais probablement faire un monologue beaucoup plus long sur ouais, je sais pas, sur d'autres trucs quoi. À tout. Chronique inutile, chronique inutile, chronique inutile. Je veux dire merci de nous écouter, nous écouter, nous écouter. Merci de nous écouter.